Bonjour à tous, ravi de votre présence et puis effectivement aujourd'hui donc on va parler de notre mapping donc des AdTech 100% Made in France. On va laisser tranquillement les participants arriver. On a cliqué sur démarrer l'événement un petit peu plus tôt pour justement nous donner un peu de temps pour l'introduction. Donc je suis avec Alban Pelletier, donc le CEO d'Envoice. Bonjour à tous. Voilà, donc on va tranquillement laisser les participants arriver, puis on pourra démarrer du coup cette présentation donc de notre mapping, les coulisses et puis aussi l'intervention donc de plusieurs ambassadeurs qui vont venir nous parler de leurs leviers, de leurs solutions pour justement aider les annonceurs dans le choix de ces alternatives et notamment donc sur tout ce sujet des AdTech fournissant donc du média aux annonceurs. Et ça, on aura l'occasion effectivement d'en reparler. Là, je vois que beaucoup de monde arrive, donc c'est parfait. On va attendre encore quelques secondes et puis derrière, on va pouvoir lancer. Voilà, vous avez aussi un petit onglet chat et questions qui se situe à droite. Si jamais vous avez envie de nous poser des questions, on prendra du temps à la fin de l'intervention pour justement y répondre. Tous les ambassadeurs seront aussi présents pour pouvoir justement répondre si besoin, s'il y a des questions très précises par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cet onglet. Voilà, je vois que tout le monde est en train d'arriver. 24 participants, donc je pense qu'on va pouvoir lancer parce qu'on voulait justement pas prendre trop de temps non plus à tout le monde. Bonjour Sophia, bonjour Ludovic. Et donc l'idée c'est justement de pouvoir faire un tour complet de ce panorama. Ce que je te propose Alban, c'est qu'on démarre et puis les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Et ça sera très bien. Donc juste pour nous présenter, donc moi je m'appelle Alexandre Jean Petit, donc je suis le directeur marketing d'Envoice. Et donc j'ai participé donc avec Laurine qui travaille dans mon équipe du coup sur la réalisation de ce mapping. Plusieurs semaines, plusieurs mois de travail du coup pour arriver en fait à ce résultat final que vous avez peut-être déjà découvert un petit peu en avant-première dans la newsletter Mindteam de Nicolas Gemme. Et donc je suis accompagné d'Alban, je te laisse te présenter. Exactement. Donc bonjour à tous encore une fois. Donc je suis le cofondateur en fait d'Envoice. On va avoir l'occasion de se présenter rapidement, mais l'idée aujourd'hui c'était vraiment de pouvoir partager avec vous l'équipe de France de la tech. Vous allez voir, il y a énormément de super structures qui vont vous permettre effectivement d'optimiser vos investissements dans les prochaines semaines. Parfait. Et écoute, ce que je te propose, c'est que déjà on présente du coup les différents ambassadeurs qui vont venir. Donc on va pas les faire monter sur scène tout de suite. Ils interviendront juste après cette introduction. Donc on aura Anne qui travaille pour Gravity, Elodie qui est la directrice marketing de Adot et VP Ad, Olivier qui est le directeur marketing de Deeprich, Jean-Michel qui est le directeur associé de PowerSpace et Christophe, le CEO donc de Efinity. Donc ce seront les ambassadeurs qui interviendront juste après cette introduction parce qu'on voulait, dans un premier temps, vous parler des raisons qui nous ont poussé à faire ce mapping. Et donc, écoute, Alban, je te laisse faire cette introduction et nous expliquer un petit peu tous les coulisses en fait de la réalisation de ce mapping. Voilà, ça fait plusieurs mois qu'on réfléchit à ce mapping parce qu'on a eu énormément en fait, de feedback d'annonceurs qui nous disaient oui, je mets beaucoup chez nos amis GAFA, mais je ne sais pas faire autrement. Donc, à force de l'entendre une fois, deux fois, 10 fois, on s'est dit il y a quelque chose en fait à faire pour valoriser justement tout le secteur de la tech en France, qui est un secteur ultra dynamique. Et donc, du coup, on s'est lancé justement dans ce travail-là. Les points importants, c'est le digital en France, hein, c'est quasiment la moitié des investissements donc plurimédia. Donc on commence à rattraper un petit peu notre retard, puisque aux États-Unis c'est plutôt 60-65%, mais on commence à rattraper notre retard. Donc c'est un marché qui est extrêmement dynamique, plus 24% l'année dernière, plus 7 milliards d'euros sur le digital. Donc effectivement, on est sur quelque chose de très important. Et cette accélération devrait se poursuivre, puisqu'effectivement, avec le Covid, il y a une accélération aussi de la digitalisation, donc plus d'efforts sur le digital, donc plus d'investissements sur le digital, etc. etc. Marché dynamique, mais marché très concentré et très challenging, puisque 70% selon le SRI est consacré justement aux investissements sur les plateformes, notamment les plateformes
américaine. Et on a entendu depuis 6-9 mois énormément de retours justement sur ces plateformes. Donc sur le search, voilà, on nous parlait d'augmentation de CPC de 20, 30, 40%, donc ce qui peut mettre à mal effectivement le ROI in fine. On nous parlait en fait de baisse de performance sur le social, notamment avec les dispositions Apple qui empêchent effectivement d'avoir un cookie tiers plein et entier sur cet environnement-là. Il y a la baisse de transparence. Plus on avance et plus effectivement les GAFA vont contrôler véritablement ce qui est fait de l'investissement, ce qui pose un problème in fine pour les directions marketing qui ne savent plus vraiment quelle est la stratégie adoptée ou quel est le support utilisé ou quel est le format exploité. Et in fine, on a voilà, ces quelques petites captures que vous avez donc à droite. Quasiment tous les matins, on a effectivement soit une amende, soit Facebook qui menace de se retirer pour le RGPD, etc. Mais on a un problème de responsabilité, clairement, en fait, de ces plateformes. Donc, une fois que l'on dit ça, il faut savoir que l'on est aussi dans un contexte donc du coup, en termes de responsabilité, qui a des attentes très fortes de la part des consommateurs. On vous a mis quelques chiffres, mais vous devez avoir des études, il y en a toutes les semaines aujourd'hui sur le poids dans les attentes en fait de la responsabilité pour les consommateurs. Donc on a partagé le 61% des consommateurs sensibles aux critères de développement durable, notamment chez les jeunes, puisque chez les jeunes, on voit un pourcentage déjà très fort de consommateurs quittant certaines marques, modifiant de manière structurelle leur consommation parce qu'il n'y a pas potentiellement chez une marque en fait un investissement suffisamment fort en termes de responsabilité. Et en même temps, il y a un certain doute de la part des consommateurs sur l'engagement réel des marques dans cette notion importante donc de RSE. Donc voilà, il y a un sentiment effectivement que la RSE aujourd'hui est exploitée autant à des fins marketing qu'à des fins véritablement en fait d'engagement. Et ça pose aussi un problème. Donc on est dans un contexte où il y a un besoin en termes de responsabilité qui est très fort de la part des consommateurs. On le voit notamment sur les jeunes consommateurs, ce qui veut dire qu'effectivement, on va avoir cette demande qui va être de plus en plus importante dans la durée. La réaction à ça, elle est double. Elle est d'une part, effectivement, l'utilisation de produits dits responsables. Donc, il suffit de regarder les campagnes publicitaires en matière d'automobile. Voilà, on ne vous parle que d'hybride, on ne vous parle que de voitures électriques. Voilà, c'est fini de parler de diesel. Mais ça, on est dans le message. Ce qui est intéressant, c'est véritablement en fait la consistance de l'engagement. Et là, on vous a mis en fait quelques exemples des marques qui sont, pour des questions d'engagement, prêtes à sacrifier une bonne partie des canaux utilisés, comme Lush en fait sur la partie réseau, sur les réseaux sociaux, qui a quitté il y a maintenant 24 mois les réseaux sociaux, parce qu'on sait effectivement qu'il y a un impact assez fort des réseaux sociaux sur la façon de vivre et la façon de la santé mentale, pour être très clair, des consommateurs. L'autre exemple, c'est Patagonia qui fait une publicité. Donc, comme vous voyez, vous avez certainement vu aussi ça. N'achetez pas ce produit, utilisez déjà les produits que vous avez. Et puis, une dernière initiative qui est le Make Friday Green Again, qui est l'anti-Black Friday, donc qui permet de pousser un positionnement prix constant et non pas d'effectuer en fait donc des promotions très fortes comme sur le Black Friday. Donc on sent bien qu'il y a un début de réponse à cette problématique. Je suis sur des plateformes plus ou moins responsables. Il y a une attente des consommateurs en termes de responsabilité. Qu'est-ce que je fais? Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est aussi de dire il n'y a pas que les plateformes, il y a énormément en fait de possibilités et d'alternatives, notamment des alternatives françaises comme on va le voir aujourd'hui. Mais le feedback que l'on avait aussi de la part des directions marketing, c'est ok, je sais que je peux faire autre chose, mais qui, quand, comment, sur quel créneau, sur quel secteur, quelle stratégie, qui fait quoi exactement? Honnêtement, je suis paumé et je ne peux pas gérer comme je le fais avec Google ou Facebook. Je ne peux pas gérer 55 acteurs, alors que en utilisant Google et Facebook, je peux gérer toutes mes stratégies avec 2 acteurs. Donc, il y a véritablement un double problème, un problème d'identification
qui fait quoi, et on va essayer d'y répondre. Et ensuite, il y a une problématique, on va dire, de service complet qui permet à un annonceur de se retrouver et de pouvoir se lancer justement dans d'autres alternatives. Donc, le fruit, en fait, de ce mapping, c'est véritablement ça, c'est de vous montrer l'équipe de France à Tech. Il y a énormément de super boîtes avec des gens talentueux, des boîtes donc, qui sont 100% Made in France, qui peuvent vous aider justement dans vos budgets. Et l'idée, effectivement, c'est que vous puissiez les connaître, et c'est l'objet donc de ce matin. Du coup, effectivement, donc ce mapping, donc c'est quelque chose qui nous a pris du temps, puisque l'idée c'était d'essayer d'avoir une exhaustivité en fait des athlètes françaises. Il y en a beaucoup. C'était aussi de faire un choix sur quel type d'athlète on voulait mettre en avant. Aujourd'hui, donc on a des dizaines d'acteurs français qui vont agir pour offrir des publicités, enfin des solutions publicitaires innovantes, créatives, performantes et surtout qui vont respecter les marques et les internautes. Donc on a en fait réuni 94 adtech et régies qui sont 100% made in France. Alors vous le verrez, il y a peut-être certaines entreprises où vous allez vous poser des questions sur le Made in France. Donc on a fait un choix d'avoir des entreprises qui étaient soit créées effectivement en France ou soit ayant un centre opérationnel en France avec une part de marché importante. Voilà, donc il peut y avoir effectivement 2-3 possibilités où vous dites tiens ça c'est pas forcément Made in France. Alors en réalité aussi il y a eu des enjeux de rachat récents qui fait que on a sollicité certaines attaques dans ce mapping. On a essayé aussi d'avoir une répartition la plus claire possible. Donc, on a choisi d'avoir une répartition par levier et d'ensuite d'avoir aussi une vue un peu stratégique, c'est-à-dire de commencer par plutôt les solutions qui vont vous offrir de la notoriété, puis derrière quelque chose qui va vous permettre en fait de recruter des nouveaux clients, des utilisateurs et aussi de les fidéliser. Ce qui est important, c'est qu'avec ce mapping, nous avons aussi décidé de réaliser un annuaire que je vous présenterai tout à la fin. Dans cet annuaire, vous allez donc retrouver toutes les coordonnées, toutes les informations nécessaires pour justement prendre des décisions sur vos futurs choix de solutions à tech ou pour la réalisation de votre plan média. Et vous aurez vraiment toutes les clés en main de coup pour passer sur ces ad tech qui sont françaises et qui donc représentent voilà, la French Alternative. C'est comme ça qu'on a souhaité l'appeler en tant que vraiment comme une équipe de France voilà, de la publicité, comme le disait Alban, comme on est dans une année de Coupe du Monde, c'était le bon terme. Voilà donc le mapping final. Donc, c'est un mapping qui a un petit peu évolué par rapport à la semaine dernière, si vous l'avez vu passer dans Minded, parce que, eh bien, on a eu beaucoup de sollicitations juste après la lecture et la parution de cet article. Donc, on était super contents parce que on a pu aussi mettre en avant des attaques qu'on avait peut-être raté parce que voilà c'était un travail de sourcing qui était suffisamment lourd et conséquent et on ne connaît pas non plus tout le marché, donc on a fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup de recherches, on a interrogé des annonceurs, on a interrogé des personnes qu'on connaissait pour qu'ils nous fassent remonter voilà des solutions, mais on en avait raté quelques-unes, donc au moins l'article de Nicolas Gemme nous a permis de mettre à jour ce mapping. Voilà, vous avez 94 ad tech donc répartis entre les régies médias, les régies externes, le search, le mobile, tous les spécialistes du display avec à l'intérieur les vidéos, l'audio, le sémantique, le contextuel, le conversationnel, même le gaming qu'on a rajouté, c'est une section qu'on a rajoutée posteriori, toute la partie native aussi, retargeting, les displays généralistes dans lesquels effectivement Envoy se situe sur notamment la partie intelligence artificielle, toute la partie web to store effectivement aussi qui prend de plus en plus d'ampleur, le retail média où vous voyez aussi beaucoup d'acteurs, donc ça c'est très intéressant et Elodie justement de VPAD viendra nous parler de cette partie-là, toute la partie mail et push, affiliation et comparateur. Voilà, donc on a cette vue qu'on a essayé aussi d'offrir pour qu'elle soit la plus lisible possible. Il y avait plein de choix de formes qui étaient envisagées, mais celle-là nous a paru la plus intéressante pour avoir voilà, ce panorama complet de la French Alternative. Alors, je me permets de préciser une petite chose. Donc, ce sont des structures qui peuvent vous aider dans l'investissement de votre budget digital. Donc, on n'a pas mis pour le moment la partie techno, oui. donc non média, mais vraiment techno.
on l'évoquera tout à l'heure, on fera certainement une V2 dans les prochains mois. Et donc là, pour vraiment préciser, ce sont des gens, si vous posez la question de savoir, voilà, si je dois rééquilibrer mon budget et j'ai 10, 20, 30, 40 points de mon budget à réinvestir dans des structures responsables et locales, ce sont ces structures qui sont là. On est vraiment dans l'investissement. Je pense que c'est un point important de préciser. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce mapping-là, donc il vous sera envoyé après l'événement et vous pourrez du coup l'avoir en format PDF et en grande taille pour avoir encore de visibilité sur les différents logos présents dans ce mapping. Et puis je vous en reparlerai après, l'annuaire qui joindra aussi ce mapping. Voilà, donc ça c'était l'introduction qu'on souhaitait vous faire. Et maintenant, on voudrait faire intervenir donc les ambassadeurs qui nous ont rejoints du coup pour valoriser un petit peu ces différents leviers. Du coup, je vais appeler Anne si elle peut monter sur scène, voilà, qui travaille pour Gravity, qui est en charge donc du développement côté annonceur, hein, si je ne m'abuse. Exactement. Voilà, et du coup, qui va nous parler un petit peu de ce sujet des régies et nous présenter un petit peu tout l'intérêt. Donc voilà, je te laisse, Anne, prendre la main pour la suite. Merci. Déjà, ravie d'avoir été invitée et de faire partie de cette belle équipe de France. J'étais un peu spoilée au final avant, parce que mon premier chiffre clé à retenir, c'était en fait se dire que en matière digitale, alors un peu plus large qu'une simple régie interne ou externe, au final, il n'y a que 30% des budgets digitaux qui nous sont alloués. Et Alban l'a déjà dit, au final, les 70% autres vont sur des GAFA. Alors, petit rappel entre une différence entre une régie interne et externe. Une interne, alors je donne des exemples, ce n'est pas du tout exhaustif, mais ça va être plutôt comme un France Télé et un M6 avec, par exemple, son propre inventaire, alors qu'une régie externe, lui, va pouvoir diffuser sur un gros groupement de sites. Le fait d'avoir dit les 70% qui vont effectivement plutôt sur les GAFA, ça va vous donner notre premier avantage de plutôt passer sur une régie externe qui est une alternative GAFA et qui plus est aujourd'hui, en plus 100% française. Donc ça, c'est ce qui aujourd'hui fait l'essence de ce webinaire. Et derrière, qui dit régie externe et dit ministre de site va tout de suite vous donner le deuxième avantage, qui est la transparence. C'est-à-dire que vous allez avoir, en passant par des régies externes, une liste de sites, donc vous saurez où votre campagne a été diffusée. Et quelque part, si vous savez où votre inventaire a été diffusé, donc c'est-à-dire que vous avez choisi ou non d'y apparaître, forcément derrière, vous avez la brand safety. Parce que ça veut dire que si vous avez sélectionné le site ABCD, quelque part, c'est un site qui, pour vous, est effectivement de qualité. Donc, derrière, effectivement, vous aurez aussi cet avantage de brand safety. Donc, si on reprend, les 3 avantages de passer par une régie externe va être cette alternative GAFA, cette transparence qui est apportée par la liste des sites et de la brand safety. Au final, comment on va opérer ensemble une campagne? Alors, ça reste assez classique. Effectivement, pour ma part, moi, je peux travailler aujourd'hui avec des annonceurs en direct ou avec une agence média. On reçoit un brief auquel on va répondre par une proposition sur mesure. On va faire donc un suivi personnalisé pendant la campagne, suivant les KPI d'une campagne. Donc ça, c'est toujours, on y reviendra après, mais hyper important de toujours bien se mettre d'accord sur les KPI, parce que c'est comme ça qu'on va bien remplir les objectifs. Et derrière, vous aurez une restitution détaillée avec un bilan et un suivi. Au final, qu'est-ce qui change effectivement de passer par Alliance Gravity? Alors, petit rappel, nous, on est l'alliance de 250 sites français premium qui vont regrouper alors dans des domaines tels que l'e-commerce, les médias et le télécom. Et aujourd'hui, vraiment, ce qui va être notre particularité, c'est qu'aujourd'hui, nos sites sont nos partenaires. C'est-à-dire que quand vous voyez l'exhaustivité des sites, nous, on a une relation avec eux contractuelle. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est nos partenaires. Aujourd'hui, on va collecter la data sur ces 250 sites.
On embarque aussi de la donnée déterministe qui va permettre d'avoir en stock un peu plus de 700 segments data, le tout dans une DMP externe, parce que nous, ce n'est pas aujourd'hui notre métier, donc on utilise une DMP externe, et derrière, je diffuse sur mes 250 sites. Tout à l'heure, on parlait de transparence, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais construire un segment, c'est pour ça que j'ai marqué ciblage granulaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis sur une régie externe, je vais uniquement aller prendre la donnée sur un site. Là, ça va être une pluralité. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Si je prends mon ciblage famille avec enfants, moi, je vous dirais, il vient à 33% du site Magique Maman, il vient à 30% du site parents, etc., etc. Donc ça, c'est le ciblage granulaire. Pourquoi on parle de reach? Parce que si je unis 250 sites, c'est sûr que moi, toute seule dans mon coin, et c'est pour ça qu'a créé aujourd'hui l'essence, pourquoi a été créée l'Alliance Gravity, c'est de se dire, tout seul, je fais rien, mais si je réunis tous ces sites, on sera plus fort face aux GAFA, soyons clairs. Et donc, le reach, c'est se dire qu'aujourd'hui, cette pluralité de sites fait qu'au cours d'un mois, je peux toucher jusqu'à 9 internautes sur 10. Et le fait aussi de passer par nous, on va donc faire votre audience sur mesure avec un accompagnement dédié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous aurez un sales dédié dans votre accompagnement, mais autant aussi côté opération, d'avoir ce suivi. Et c'est pour ça que je vous ai pris comme exemple ce cas client qu'on avait fait dans le secteur de la grande distribution. Donc, je reçois un brief classique avec un objectif de taux de clic, de taux de livraison et de taux de visibilité. Et en fait, on s'est dit, aujourd'hui, on est face à un problème, on va dire, juridique et technique, mais que vous savez tous, c'est la fin des cookies, mais aussi tout ce qui est technique avec la CNIL, qui fait qu'aujourd'hui, quand j'adresse une campagne data, je ne touche que 50% de mes internautes. Donc, en fait, vous perdez un peu de cette puissance qui est tous les internautes. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est une recommandation à notre client de dire, sur cette campagne, vous allez faire un ciblage data, qui effectivement, ce qui était dans le brief, qui était restaurant déjà ça, achat 25-65 ans, bon plan de discount food. Mais à côté, on va faire une stratégie cookie-less. Donc là, data, j'ai ciblé au cookie. Cookie-less, je vais cibler à l'URL. Et ainsi, je vais faire un A/B test. Donc là, c'est vraiment de se dire, j'ai un accompagnement. Je fais un workshop au début pour expliquer qu'est-ce qu'est le cookie-less. Je recommande un ciblage. Et derrière, on avait fait un accompagnement sur les résultats que vous avez ici. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a eu comme performance? Déjà, la première constatation, c'est que les performances sont identiques sur les deux stratégies. C'est de se dire que je fasse une stratégie data cookie ou cookie-less en ciblant sur les URL, j'arrive au même résultat qui était le même CTR et la même visibilité. J'ai aussi réussi sur l'environnement cookie-less à surmaîtriser ma répétition. On le sait, le cookie-less aujourd'hui est un univers qui est encore sous-exploité. Donc, effectivement, la répétition a été surmaîtrisée. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, et c'est là où je passe le plus de temps aujourd'hui en restitution, c'est vos deux petits camemberts d'en bas. Le camembert à gauche, il va vous expliquer, il vous montre la répartition des impressions par navigateur. Alors, c'est écrit thématique, on ne peut pas le lire, mais ce qui est en rouge, on laissera effectivement détailler, voilà, juste en 30 secondes, du coup, qu'on puisse après… Et en rouge, ça vous montre que vous surconsommez, enfin, vous mettez plus d'impressions sur Chrome alors que ce n'est pas la réalité, alors que vous êtes en cookie-less sur la droite, on baisse les impressions sur Chrome et on va aller sur des navigateurs complémentaires. Et c'est là où on va se rapprocher de la part de marché des navigateurs. Et c'est là où, dans cet accompagnement, c'est ce qui nous intéresse de voir cet exemple-là. Donc voilà, c'était ça qu'on voulait un peu vous montrer aujourd'hui. Voilà. De manière très rapide, en tout cas, si jamais effectivement vous avez besoin d'encore plus de précision, on vous enverra le contact d'Anne, mais c'était très intéressant de voir le rapprochement entre les deux, parce que tu as raison, l'enjeu de data est quelque chose qui est aussi un enjeu majeur dans les mois à venir. Donc merci beaucoup Anne, et je vais laisser du coup la main à Alban du coup pour la partie display. Voilà, donc ce qu'on va appeler le display, ça va être toute la partie display programmatique. Comme le disait Anne, il y a les régies internes, il va y avoir les régies externes qui vont pouvoir cumuler un certain nombre en fait, de supports. Et une partie encore plus puissante, c'est la partie programmatique où là, on ne va pas être avec une liste déterminée de sites, mais avec une liste indéterminée de sites. Donc,
en gros, voilà, chacun va avoir en fait ses avantages particuliers. Donc, on est sur le même territoire, hein, on est sur ces fameux 30% qui sont investis. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est 60% du temps passé sur Internet. Le display, donc tous les sites e-commerce, les sites médias, les sites communautaires, etc., on va dire hors plateforme américaine ou chinoise, c'est 60% du temps passé sur Internet. Donc la plupart du temps est consacré sur ce territoire qui n'a que 30% en fait des investissements. L'intérêt du programmatique, c'est donc d'avoir encore un champ plus large, donc de pouvoir toucher encore plus de sites et de pouvoir bénéficier effectivement d'une puissance en fait importante, et donc aussi la possibilité sur tout cet environnement puissant de pouvoir être très précis au fur et à mesure avec en fait de l'IA, comme par exemple on peut le faire chez Android. Donc, sur le déroulement d'une campagne, c'est à peu près la même chose. Donc, je vais passer assez rapidement. Envoice, nous, en gros, on est ça. On est expert, hein, on est le business partner des marques donc sur le display. On va accompagner les marques sur la totalité en fait du tunnel, sur le display, du top of mind, de la prospection, du reciblage et de la fidélisation. L'idée, c'est un petit peu comme on peut le retrouver chez les GAFA, c'est d'avoir un partenaire display qui puisse avoir accès à la totalité du display sur toutes les stratégies, tous les formats, et donc, in fine, en fait, de vous faire gagner du temps. On a pris un exemple de campagne, Bitdefender. Donc, effectivement, Bitdefender, que vous devez connaître, qui est un acteur important du logiciel lié à la sécurité. C'est un marché ultra porteur, surtout depuis quelques années, avec toutes les attaques que l'on peut voir tous les jours, mais néanmoins qui est ultra concurrentiel. C'est un marché qui est complètement global. Il n'y a aucune prédominance d'acteurs locaux. L'intérêt, c'est d'avoir la meilleure solution de sécurité. Donc, ils sont venus vers nous pour pouvoir élargir leur bassin d'audience. Effectivement, ils avaient déjà un bassin d'audience qui était intéressant, mais étroit, parce qu'effectivement, ils étaient sur des gens qui cherchent des solutions liées à la sécurité, à travers le search notamment, ou le SEO, et ensuite, ils faisaient du retargeting sur ce bassin-là. La difficulté, c'est qu'une fois que vous avez passé toutes vos campagnes de retargeting, vous êtes toujours sur la même personne. Et donc, la problématique en fait de Bitdefender était d'étendre ce bassin d'audience pour pouvoir augmenter le business. Et donc, effectivement, on a commencé comme ça. On a défini donc une campagne de top of mind et de prospection. C'est-à-dire qu'effectivement, Bitdefender, si vous êtes vraiment un geek, vous connaissez. Si vous n'êtes pas un geek, j'imagine que vous ne connaissez pas, donc c'est une super structure. Mais effectivement, elle est véritablement dans un petit bassin d'audience. Donc, l'idée, c'était de pouvoir élargir ce bassin d'audience avec une campagne de vidéo pour travailler le top of mind. Et sur cette audience que l'on est allé chercher, de pouvoir travailler justement ces internautes-là, de les envoyer ensuite sur des pages qui soient plus produits et d'aller les accompagner en fait jusqu'à la fin de la conversion. Donc, la spécificité, c'est que du coup, on va aller chercher des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par un produit comme Bitdefender, mais qui ne sont pas visiteurs de Bitdefender. Donc, c'est un système en fait de profil jumeaux calculé en fait avec des algorithmes, et ensuite on va pouvoir aller chercher ces personnes-là sur un environnement. Donc on est user-centrique, on n'est pas site-centrique ou contenu-centrique, on est vraiment user-centrique, et on va pouvoir aller chercher ces personnes-là où elles se trouvent, d'où l'intérêt d'avoir un terrain de jeu important. Et donc là, on a utilisé la vidéo, le display et le natif pour cette campagne. Donc, si on regarde en fait le tunnel, tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est en haut, top of mind prospection, et on a pu utiliser effectivement, on avait une dizaine en fait de formats, et l'idée c'est de raconter une histoire à la personne. On identifie quelqu'un qui a un potentiel en fait pour ce type de service. On va d'abord commencer avec de la vidéo, puisqu'effectivement, c'est plus facile de raconter quelle est l'offre de la marque, quel est l'ADN de la marque, quelles sont les valeurs en fait de la marque. Et puis ensuite, on va descendre dans le tunnel avec des formats type display et natif. Mais donc, on va raconter une histoire en fait à cet internaute du début jusqu'à la fin pour le faire convertir donc au maximum. On vous a mis quelques
quelques KPI. Effectivement, c'est important de savoir ce que ça peut donner à la fin. Donc, il y a plusieurs choses en fait qui nous ont permis de passer de cette campagne de quelques mois à un fil rouge avec Build Defender. C'est d'une part le fait d'avoir vraiment cet élargissement donc, du bassin d'audience, une diminution aussi du coût d'acquisition client de 15% par rapport à d'autres systèmes qui avaient pu être utilisés auparavant. Et sur la vidéo, on vous a mis quelques points spécifiques. On mettait en dessous du centime d'euro sur la vidéo complétée à 100%, avec des taux de complétion effectivement de l'ordre de 76%. Donc, ce qui a permis effectivement d'avoir une campagne à la fois massive et très qualitative et d'être concentré sur des gens qui ont pu voir la vidéo à 100%. Et on parle d'un spot de 20-25 secondes. On ne parle pas de spot de 3 secondes, on parle d'un vrai spot avec des gens qui ont véritablement vu donc, le spot de notre client. Et un coût d'acquisition donc en dessous des 30 euros. Voilà, ça vous permet de voir effectivement que derrière le haut de tunnel, on peut très bien générer en fait de très belles performances, à la fois sur une partie top of mind, mais aussi sur la partie business et sur la partie création de nouveaux clients. Merci Alban. Du coup, je vais laisser la main à Elodie maintenant qui va monter sur scène pour nous parler de retail média, mais aussi un petit peu plus large puisqu'elle a la chance de piloter le marketing d'Adot et VPAD. Salut Elodie. Bonjour, merci Alexandre, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis directrice marketing de VPAD, donc qui est la solution média de VP, et également d'Adot, donc la suite marketing cross-device et également solution d'extension d'audience de VPAD. Donc dans ce webinaire, je vais aborder le thème du retail média et je vous donnerai également un aperçu de nos solutions. Donc tout d'abord, un état des lieux du marché du retail média. Donc, selon les résultats de l'Observatoire de l'e-publicité, l'ensemble du marché du retail média, donc qui comprend la publicité display donc sur les sites e-commerce et le sponsoring de résultats sur les moteurs de recherche, donc a connu l'an dernier une forte croissance de ses revenus, donc plus 42% par rapport à 2020. Ce segment de marché est chiffré aujourd'hui à 640 millions d'euros, ce qui représente 8% du total du marché publicitaire numérique français. Dans ce marché, donc il y a le retail search, donc qui est le format du retail média qui a connu la plus forte croissance. Les recettes publicitaires associées ont progressé de 56% en un an, et donc ça monte à 395 millions d'euros. Donc aujourd'hui, le retail search pèse 12% du marché du search, donc soit 2 points de plus qu'en 2020 et 4 points de plus qu'en 2019. Donc, le retail média, comme on peut le voir, c'est un marché qui progresse très vite, fortement et qui se structure également actuellement. Mais qu'est-ce que le retail média exactement aujourd'hui ? Donc, la définition du retail média, ça repose sur 3 piliers. Donc, tout d'abord, ce qu'on appelle les solutions on-site, donc c'est-à-dire la mise à disposition d'emplacements publicitaires sur un site ou une application d'un retailer afin d'influencer le client au moment de l'achat. Ces emplacements sont donc réservés aux annonceurs qui souhaitent toucher une audience intentionniste proche de l'acte d'achat. Donc aujourd'hui, il existe des formats display, également des formats OPS, donc opération spéciale. Donc c'est une sous-catégorie des formats display, comme c'est le cas pour VPAD. Et on a également des formats search et social, avec l'arrivée du live shopping, par exemple. Ensuite, donc le retail média aujourd'hui, c'est plus exactement défini par une seule offre et une seule solution on-site. Il y a des solutions qu'on dit off-site qui permettent également aux annonceurs donc d'amplifier le reach de leur campagne publicitaire grâce à de l'extension d'audience. Donc ici, le but, c'est d'aller chercher une audience intentionniste en dehors de l'environnement du retailer. Donc comme on peut le voir, donc la data retailer joue un rôle clé ici puisqu'elle est utilisée afin de cibler un inventaire que la cible consomme, et donc c'est généralement fait en programmatique. Et ensuite, on a le troisième pilier, donc Insight, donc qui comprend 2 choses. Donc d'une part, donc la mesure de la performance des activations médias on-site et off-site, et également l'enrichissement de la connaissance client, puisque le retailer dispose de données de first party permettant de comprendre un peu mieux le parcours d'achat de ses consommateurs. Donc, quels sont les avantages du retail média pour les marques ? J'en ai identifié 3. Comme évoqué, donc la data retailer, elle est clé. Les marques peuvent avoir accès à une audience qui est loguée et intentionniste. Donc, les consommateurs authentifiés, ça représente un réel atout pour les marques aujourd'hui, car elles recherchent des données first party, différenciées et également consenties,
pour atteindre les acheteurs les plus intentionnés. Ensuite, un environnement safe pour les marques. Donc, en communiquant sur des sites de retailers, les annonceurs maîtrisent totalement l'environnement dans lequel leurs publicités sont affichées. Donc, c'est totalement indépendant des facteurs externes, des news externes. Et cela représente également, je pense, une belle alternative aux problématiques liées à la disparition des cookies tiers, car ces campagnes reposent sur les données first party du retailer. À noter également que côté consommateur, les avantages de ce nouveau média garantissent une publicité qui est incluse dans l'expérience client donc, et au plus près de l'acte d'achat. La création de nouveaux emplacements publicitaires, de ces nouveaux emplacements publicitaires pour les marques permettent également de générer du revenu incrémental, donc grâce à des formats display, également de search, mais également des formats tout nouveaux comme le live shopping qui est entre un format e-commerce, média, social. Et également, ce levier publicitaire est aussi beaucoup plus dynamique depuis la crise sanitaire parce que ça a renforcé les comportements d'achat en ligne et donc a augmenté en fait les audiences de ces sites. Enfin, donc en se basant sur les données first party du retailer, les marques peuvent approfondir leurs connaissances clients grâce à des insights et donc l'accès à ces données constitue un réel avantage pour les marques. À quel objectif répond aujourd'hui le retail média? Donc chez VPAD et Adot, on accompagne donc les marques de tous les secteurs d'activité à répondre à leurs objectifs donc de branding. Donc pour accroître leur visibilité auprès d'une cible, donc grâce au format carte rose de VP. Donc c'est un emplacement privilégié sur la homepage de VP qui redirige vers un mini-site créé par VP et dédié à la marque. Ou alors grâce à des formats, par exemple vidéo, sur un inventaire premium qui est consommé par cette même audience intentionniste avec Adot. Travaille également sur des problématiques de drive to store, donc afin de générer du trafic en ligne ou en point de vente physique, en redirigeant cette audience intentionniste vers le site de la marque, vers un mini-site dédié VP et des bons d'achat, par exemple, à dépenser en magasin, ou des formats publicitaires incluant la donnée de géolocalisation, donc de DCO, afin de rediriger le consommateur vers le magasin le plus proche. Donc concrètement, comment se déroule une campagne retail media chez VPAD et Adot? Donc les membres VP et les data qui sont associés donc sont vraiment au cœur du développement de nos produits aujourd'hui, donc pour offrir aux marques des solutions uniques et puissantes. Donc, notre donnée provient de plusieurs sources fiables. Donc, d'un côté, on a des données sociodémographiques et transactionnelles grâce à la relation directe avec VP. Donc, on a accès à toutes les ventes, les données des ventes effectuées sur VP via des flash sales, mais également via des activations médias. Et de l'autre côté, on a accès à des données de consommation média et également de géolocalisation grâce à la technologie propriétaire d'Adot. Donc, les marques peuvent cibler leur audience sur des activations on-site et notre capacité à croiser ces différents faisceaux de données nous permet de cibler des profils similaires en programmatique via Adot et ce sur un inventaire premium avec des formats multiples, donc display, vidéo, audio et également DOH. Un point à noter ici, c'est que la créativité, ça a une place essentielle chez VP, chez VPAD et chez Adot. On a des équipes studio qui sont dédiées à la création de formats on-site et off-site. Donc, ça permet vraiment d'assurer que les messages publicitaires de la marque sont déclinés sur les différents supports et médias. Et enfin, le dernier point, c'est que Adot dispose également d'un pôle insight et études. Donc, il y a deux missions de ce pôle. C'est d'une part de mesurer l'impact de ces activations on-site et off-site, et d'autre part de fournir des insights plus poussés sur le profil des audiences engagées. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples de KPI et d'insights. Donc, bien sûr, c'est en fonction de l'objectif de l'annonceur, du format de la campagne. On mesure l'efficacité de la campagne off-site et on-site. Des KPI médias traditionnels, on va dire, clics, taux de visibilité, vidéo vue, etc. Et des KPI plus business, comme les visites en point de vente physique, en ligne, et également les ventes effectuées sur VP. On met également à disposition des marques des insights concrets, également des études marketing qui permettent d'enrichir leurs connaissances marché et clients. Donc, par exemple, quels sont les hobbies et les activités de mes profils engagés, quelles sont leurs habitudes d'achat, quelles marques achètent-ils, quel est le profil de mes visiteurs en ligne vs en magasin physique.
Donc aujourd'hui, VPAD, Adot, on travaille avec plus de 400 marques, comme je disais, sur tous les secteurs d'activité et sur l'ensemble de leurs problématiques. Donc j'ai mis quelques exemples de marques sur cette slide. Super, merci Elodie. Je vous remercie beaucoup. Super, merci beaucoup. Du coup, je vais accueillir maintenant Olivier, qui est le CMO de DeepReach et qui va nous parler de Web2Store. Absolument, bonjour à tous. Moi, j'ai pris un chiffre, c'est 500 000 points de vente en France. C'est des gens qui peuvent être des indépendants, des franchisés, des réseaux de points de vente. Certains ont déjà une activité en ligne et d'autres pas encore. Mais ce qui est certain, c'est que quand on est une agence ou une régie, on a besoin d'aller chercher ces types d'annonceurs et leur permettre de capter des clients dans leur zone géographique, ce que nous, on appelle la zone de chalandise. Et ça existe depuis assez longtemps, en fait. C'est les prospectus, l'affichage urbain, la presse régionale. Mais maintenant, les clients sont sur les sites que vous avez évoqués en display. Ils sont évidemment sur Instagram, Google et tous les supports digitaux. Et donc, on a besoin de créer pour la tech française des solutions de visibilité digitale pour leur permettre d'aller chercher cette audience locale et générer du trafic vers leur point de vente. Donc, c'est ça qu'on appelle le Web to Store. C'est aussi du Drive to Store. Je n'ai jamais compris trop la subtilité sémantique entre les deux. Pour moi, c'est un peu pareil. Mais c'est l'idée de faire des campagnes digitales, géolocalisées, pour cibler uniquement sa zone de chalandise et s'adresser à ses clients en proximité. Alors, les avantages que ça a, c'est le premier, c'est de répondre aux intentionnistes locaux. Donc, je fais une recherche sur Google d'un produit ou d'une marque et je vois les offres autour de moi. C'est d'exposer sa marque quand on est un point de vente ou ses produits sur l'ensemble des médias digitaux et créer aussi de la répétition pour les consommateurs en local. Et puis, finalité totale, c'est de générer des ventes incrémentales. Alors ça, c'est important parce que très souvent, on a mesuré le Web2Store en mesure de visite en magasin. Nous, on pense que c'est non seulement une erreur parce que ça ne fonctionne pas et qu'en plus, ce n'est pas l'objectif. Donc, il faut absolument mesurer le chiffre d'affaires incrémental et pas juste les visites en magasin. Alors, comment se déroule une campagne? Au départ, ce qu'on fait souvent avec la techno DeepReach, c'est d'analyser le référencement local. Donc, nous, on ne travaille pas sur le référencement local. C'est des sociétés comme Partout, Yext ou Bonial qui font ça très bien. En revanche, on va essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans tel point de vente. Et donc, on va être capable de définir les bonnes stratégies pour apporter de la visibilité sur ces différentes zones de chalandise. Et ensuite, avec la techno DeepReach, on va créer des campagnes de publicité online. Alors, avec notre techno ou n'importe quelle techno, il y a plein d'agences qui travaillent directement avec les réseaux display programmatiques ou les réseaux traditionnels type Google, Facebook. Mais l'idée, ça va être de créer des campagnes qui sont liées à chaque zone de chalandise. Et ce qui est très important, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'être dans la pluralité des médias. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de Google et de Facebook, évidemment. En revanche, il faut aller chercher les audiences là où elles sont. Et nous, on s'est aperçu avec toute la data qu'on a que si vous prenez 2 points de vente qui sont dans 2 localités différentes, le média mix optimal ne sera pas le même entre un point de vente et un autre point de vente. Dans certaines zones de chalandise, le display sur Le Bon Coin marchera beaucoup mieux et dans d'autres, Instagram sera plus fort. Il faut être capable d'être présent sur l'ensemble de ces médias digitaux pour créer des médias mix vraiment optimaux par zone de chalandise. Et donc, ce qui est très important aussi quand on fait une campagne de Web2Store, c'est de répartir les budgets précisément selon chaque besoin local. Ce qu'on s'est aperçu et que peut-être certains d'entre vous ont déjà vécu, c'est que quand on fait une campagne sur Google ou Facebook et qu'on dit « je veux afficher ma campagne uniquement sur tel ou tel endroit », en fait, les plateformes vont répartir la distribution de vos publicités selon les critères qui sont l'optimisation du CPM ou du CTR. Mais ça, c'est très souvent décorrélé à la réalité business des annonceurs. Nous, on travaille avec beaucoup de retailers, par exemple, qui ont des dizaines de points de vente. Et certains points de vente ont besoin de plus de soutien que d'autres. Il faut être capable donc de gérer en Web2Store la pression publicitaire précisément sur chaque point de vente. Ça, c'est hyper important. Et après, il faut le faire avec des outils qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps parce que le problème quand on fait du Web2Store ou de la publicité locale, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans l'opérationnel des campagnes et il faut avoir les outils qui vont vous permettre d'automatiser toutes les tâches un peu récurrentes de création de l'ensemble de ces petites campagnes
et d'être intégré à toutes les plateformes pour aller beaucoup plus vite et donc retrouver de la marge quand on est une agence ou retrouver du ROI publicitaire quand on est un annonceur. Ça, c'est hyper important aussi. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Deeprich. En fait, nous, on est la tech du local. On travaille avec les agences, les régies, les annonceurs et on fournit la techno qui va se placer en surcouche de tous les réseaux publicitaires, que ce soit de la programmatique et tout le monde de la programmatique et du display, que ce soit évidemment tout l'univers Google ou tout l'univers Facebook, les autres réseaux sociaux type Snapchat, mais aussi le monde de la cartographie avec la possibilité d'afficher de la publicité sur Google Ads ou sur Waze. Et donc, on active et on articule tous ces leviers via la techno Deeprich pour permettre d'aller trouver beaucoup plus de performance sur les campagnes locales et réduire les coûts opérationnels. Et ça, nous, on le fait en Web to Store, mais on le fait aussi globalement sur des campagnes de notoriété, sur toutes les stratégies qui sont importantes dès le moment où on a compris que le sujet du targeting local est important. Donc, je vous ai mis un exemple assez intéressant, Burger King, dont on sait tous qu'ils sont très innovants en termes de communication. Ils utilisent Deeprich via leur agence qui est Publicis. En fait, Deeprich est intégré à ce qu'ils appellent la BK Factory, qui est l'outil de prise de commande par les restaurants de tout ce qui peut constituer leur stock. Donc, ça va de commander des matières premières, mais ils peuvent aujourd'hui, les restaurants et les directeurs de restaurants, commander des campagnes locales. Et donc, c'est vachement intéressant parce que du coup, Burger King a compris qu'il ne fallait plus avoir uniquement des campagnes nationales mass market, même si elles sont digitales, mais il fallait avoir des relais locaux par les directeurs de magasins et leur donner de l'indépendance pour être autonomes sur leur propre visibilité locale. Donc du coup, avec Deeprich, ils peuvent commander des campagnes locales qui ont été packagées par le siège social et par l'agence, qui vont être soit des relais locaux des campagnes nationales, soit des campagnes qui sont liées à leurs propres besoins locaux, par exemple une ouverture de magasin, une promotion, un événement. Et tout ce catalogue de campagnes pré-packagées est mis à jour hebdomadairement par l'agence et l'annonceur via la techno Deeprich et est parfaitement distribué après, une fois qu'elles sont commandées, sur les zones géographiques de chaque magasin. Et donc ça, c'est hyper important aussi parce qu'on se rend compte que dans les agences, très souvent, et c'est ce qui fait aussi un des soucis aujourd'hui avec les GAFA, c'est qu'on a souvent des équipes qui travaillent sur le search, d'autres sur le social. Nous, on pense au contraire qu'il faut avoir une vue globale de tous les leviers d'activation qu'on peut avoir et de tous les médias qu'on peut utiliser et savoir faire son propre média mix pour chaque type de zone géographique. Et ça, c'est ce qu'on permet de faire. Et c'est ce que Burger King permet de faire aujourd'hui et gagner des gros gains de productivité. Donc, pour vous donner un chiffre, c'est quasiment 50 campagnes par semaine qui sont générées par Burger King via la plateforme Deeprich, avec du coup des investissements publicitaires qui sont largement maîtrisés parce que c'est la responsabilité des magasins et il y a toute l'optimisation derrière sur l'ensemble des leviers publicitaires qui sont activés, que ce soit en display ou sur les autres plateformes. Super, merci Olivier, c'était hyper complet, donc je pense que si tu avais fini, mais en tout cas ça. J'ai fini dans les temps. Super. Bah, écoute, je te remercie, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, je vais donner maintenant la main à Jean-Michel, du coup, qui est le directeur associé de PowerSpace, qui va nous parler un petit peu de native e-newsletter, de mailing, de push SMS. Voilà, je lui ai mis dans une grande catégorie, mais ils sont des spécialistes notamment du native e-newsletter. Mais voilà, je lui ai demandé exceptionnellement de faire un petit peu plus. Donc, je te remercie Jean-Michel et je te laisse la main. Ok, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Bravo pour cette initiative, je le redis, et ravi de faire partie de cette French alternative. Donc effectivement, comme tu le disais, j'ai plusieurs sujets. Je vais vous donner deux, trois éléments qui montrent une dynamique. C'est pour ça que j'ai pas mis qu'un chiffre, mais plusieurs chiffres sur la newsletter, l'emailing et le push SMS, la dynamique et la puissance, en gros, pour rappeler aux gens des bases. L'email, c'est 42 millions d'utilisateurs en France, c'est à peu près 60% de la population. Chaque jour en France, il y a à peu près 1,4 milliard d'emails envoyés et dont l'essentiel sont ouverts sur le mobile. Pour la partie newsletter, ça contribue fortement
à l'achat et à la volonté d'achat d'un produit, puisque 70% des abonnés newsletter affirment que ça a contribué à l'achat d'un produit. Il y a une dynamique de l'ensemble de ces différents leviers qui est assez marrant, parce que la newsletter et l'emailing, c'est peut-être un des leviers les plus anciens du digital, et pour autant, avec l'avènement de tout ce qui est RGPD, etc., il y a un retour très très fort du travail des grands éditeurs sur la first party data, tout simplement, et le CRM. Et par exemple, les inscriptions aux newsletters ont cru de plus de 30% depuis 2020. Et pour tout ce qui est push SMS, là aussi, marché très très dynamique. Il y a à peu près 11 milliards de push SMS qui sont envoyés chaque année, et c'est en très très forte croissance, puisque c'est à plus de 18%. Les avantages, là, c'est un peu compliqué de mettre tous les avantages, mais c'est naturellement le reach, la population, la notion de people-based, la capacité de ciblage et de performance de ces leviers-là, sachant qu'en fonction des leviers, que ce soit de l'emailing, du push SMS ou du média natif, entre guillemets, newsletter, les modes d'achat sont agiles, peu coûteux, et peuvent bénéficier de modèles d'achat au CPC, au CPL ou au CPA pour certains. Comment se déroule une campagne? C'est une manière assez classique. Je vais aller vite, hein, mais c'est la prise de brief. Et la partie la plus importante, c'est la mise en place de la campagne, les aspects, les copies créatives et ou les messages, les targeting, puisque tous ces leviers-là permettent énormément de targeting, puisque basés souvent sur des données CRM, possibilité de faire énormément de géotargeting naturellement, et tout ce qui est A/B testing, en particulier dans la partie native de la chose, et emailing. Et naturellement, après, ça permet d'avoir énormément de KPI et de procéder à des optimisations. Chez PowerSpace, nous, c'est assez particulier, parce qu'on est la plateforme, une plateforme vraiment d'adtech française et développée en France, et on s'est dit, en fait, au départ, le média newsletter était très très peu utilisé par les marketeurs, sauf dans des opérations spéciales ou en cerise sur le gâteau dans un plan média, mais parce qu'il n'y avait pas de techno qui permettait justement d'allier les demandes et les exigences des annonceurs aux besoins de diffusion des éditeurs. Donc, nous, on a décidé de créer une techno qui, justement, permettait d'aller toucher ces points de contact qui étaient très difficiles de toucher dans les newsletters éditoriales des grands médias. Et donc, on a créé cette plateforme d'enchères en temps réel, spécialisée sur le native advertising. Pourquoi le native advertising? Parce que ça respecte une expérience utilisateur de lecture dans une newsletter qui a un format texte-image, hein, un email, c'est texte-image. Et du coup, on a voulu se développer ça. Et notre techno, du coup, maintenant, elle équipe plus de 400 newsletters en France, sur les plus grands éditeurs médias français. On délivre à peu près 1,3 milliard d'impressions publicitaires par mois, et on propose aux annonceurs d'être dans un univers éditorial premium, brand safe, avec des audiences qui sont basiquement engagées, puisque pour recevoir une newsletter, faut s'abonner à une newsletter, donc faut avoir démontré un intérêt, avoir fait et donc s'être abonné. Et pour finir, c'est un format qui fonctionne. Le natif, c'est un des formats les plus utilisés en publicité digitale, naturellement, puisque non intrusif, et qui permet des engagements qui sont 2 fois plus forts, avec des taux de clic en général qui sont 2 fois plus forts, de nombreux targeting là aussi possibles. Et chez PowerSpace, on a un modèle qui permet énormément d'agilité, puisqu'on vend nos campagnes au CPC pour tout ce qui est lead génération, trafic, etc., et au CPM pour tout ce qui est un peu plus branding. Je vous ai choisi un petit cas d'un acteur relativement connu de l'énergie, qui avait comme objectif d'obtenir du trafic qualifié vers leur site, et d'accroître la prise de rendez-vous, les demandes de devis. Donc, il y a une notion de lead très très clairement. Ce qu'on a mis en place, on a créé un cadre de diffusion assez large, adapté à la cible et au profil recherché, avec également des ciblages par centre d'intérêt. Et comme à chaque campagne, on met en place
plusieurs copies publicitaires, le principe du native advertising, qui permet d'aller chercher les créations et les messages, les wordings qui permettent d'obtenir les meilleures performances et de répondre aux KPI attendus. Donc, on réalise énormément d'A/B tests en continu. Toutes les équipes account font énormément d'A/B testing pour aller chercher cette performance et d'optimiser le cadre de diffusion, les newsletters utilisés et le pilotage au CPC, puisque la plateforme permet énormément d'agilité de mettre des bid adjustments en fonction des newsletters, en fonction des créas publicitaires. Ce qui a permis d'obtenir des performances assez chouettes, puisqu'on est sur du plus de 13% de conversion en prise de rendez-vous, du plus de 22% en demande de devis, un coût à la visite qui est sous les 60 centimes d'euros, des taux de clic moyens qui sont autour de 0,14 en fonction des acteurs publicitaires. Vous savez que les taux de clic moyens en programmatique, c'est souvent inférieur à ça. Mais là, c'est logique au vu de l'engagement et des médias. Et puis, voilà, 1,38 pages par session sur un univers média un peu différent. Donc, voilà, ce qu'on a réussi à faire, c'est proposer une innovation pour les annonceurs et une alternative, voire un outil qui est parfaitement complémentaire aux autres activations médias. Et ce qui fait qu'on a à peu près entre 150 campagnes qui sont en compétition simultanée chaque jour. Et c'est un outil différenciant. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je t'en prie. Du coup, je vais appeler Christophe qui va conclure du coup les ambassadeurs sur les différents leviers. Donc Christophe, tu vas avoir la lourde responsabilité de conclure. Donc on a un petit peu dépassé le timing que j'ai prévu, mais voilà, ça c'est sûr que c'est toujours délicat. Il y a beaucoup de contenu riche, donc je remercie tous les ambassadeurs. Et puis Christophe, je te laisse prendre la main. Yes, bonjour à tous. Merci Alexandre et merci Envoice pour l'initiative. Donc en effet, on a un peu dépassé, donc je vais essayer d'être rapide. Donc je me présente, Christophe Bosquet, je suis le fondateur de Definity. Là, je suis sur la casquette de représentation de l'affiliation et des adtech français qui accompagnent le marché sur l'affiliation. L'affiliation, rapidement, quelques chiffres clés à avoir, c'est aujourd'hui, ça représente 5%, entre 5 à 8% du marché de la publicité du digital en France selon les dernières études. Et c'est responsable de 22% du chiffre d'affaires des sites e-commerce. Donc, on peut voir que pour un investissement de 5 à 8% de vos investissements publicitaires, ça représente 22% de chiffre d'affaires de votre site e-commerce. Donc, on parle vraiment de performance et de ROI. L'affiliation, aujourd'hui, c'est un marché qui existe depuis plus de 20 ans. Et Definity, on existe depuis plus de 20 ans et on accompagne ce marché depuis le début. Aujourd'hui, la position par rapport aux GAFA et en particulier par rapport à Google, l'affiliation est un des rares marchés sur lequel Google s'est vraiment cassé les dents. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de lancer une plateforme mondiale d'affiliation il y a quelques années. Au bout de 3-4 ans, ils ont lâché prise parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas juste une solution liée à la data. Ça nécessitait en effet de faire de la mesure, mais également de mettre à disposition des outils d'animation de tout un ensemble de webmasters, de tout un ensemble d'éditeurs qui évoluent en permanence et également du relationnel. Et sur le relationnel, on sait que les GAFA, ce n'est pas forcément leur point fort. Dès qu'on parle de gérer juste de la data avec la programmatique, ils sont à l'aise. Dès qu'on parle de relations, c'est un peu plus compliqué. Donc Google a essayé ils avaient même été assez arrogants à l'époque. Ils étaient venus nous voir quand ils ont lancé leur plateforme pour nous dire qu'en gros, ils allaient devenir leader du marché. 4 ans après, ils ont plié bagage. Donc, il y a une certaine résistance sur ce marché qui est quand même bien présent sur le marché du digital et qui continue à être en croissance ces dernières années. Pour présenter l'affiliation, j'ai pris un schéma que nous, on utilise chez Definity pour catégoriser les différents leviers qui sont à l'intérieur de l'affiliation. Parce que l'affiliation, on va parler d'un modèle économique, on va parler de performance. Donc, ce n'est pas un levier en tant que tel. C'est pour ça que dans les mappings, c'est toujours un peu compliqué de positionner l'affiliation parce que l'affiliation comprend l'ensemble des leviers qui existent sur Internet et l'ensemble des nouveaux leviers qui existent tous les 6 mois d'une nouvelle typologie d'affiliés qui voit le jour. Donc, si on devait les catégoriser rapidement, nous, on les a segmentés en 5 univers.
On va avoir les leviers qui vont permettre de faire des approches par ciblage, donc des ciblages d'utilisateurs. Donc, on va avoir de l'emailing ciblé, du native ads qu'on va faire aussi avec dans la logique de performance, le display qu'on fait également dans la logique de performance, mais basé sur du ciblage utilisateur. Donc, on va dire quels sont les personas, quelles sont les personnes qu'on veut toucher, et l'affiliation va permettre de les toucher par ce moyen. On va avoir l'approche contextuelle. L'approche contextuelle, clairement, c'est les sites thématiques, les portails, la push notification et également un levier qui permet de faire de l'approche contextuelle. Tout un ensemble de leviers d'acteurs qui vont permettre d'être présents sur le sujet dont vous êtes vendeur de produits et sur lequel il a la consommation du digital. Donc, cette approche contextuelle, c'est tout un ensemble d'affiliés. C'est là où il y a le plus d'affiliés aujourd'hui sur les plateformes, en tout cas chez Affinity. L'approche par référencement, on va le catégoriser en 2 types de référencement, les référencements logique search et les référencements donc search et guide d'achat comparateur, et le référencement d'offres. Donc, c'est là, on va parler de bons plans, on va parler de bons de réduction. Donc, c'est vos offres commerciales que vous allez relayer sur les carrefours d'audience dédiés à ça. Donc, c'est du référencement de votre marque, du référencement de vos produits et du référencement de vos offres commerciales sur un ensemble de sites qui existent sur le marché français. On va avoir les communautés. Donc, communautés, pour ceux qui étaient déjà dans le marketing digital il y a une quinzaine d'années, à l'époque, on appelait ça les tribus. Après, ça avait un peu disparu. Aujourd'hui, c'est en train de clairement revenir. La logique de travailler avec des communautés sur Internet devient de plus en plus importante, et l'affiliation, clairement, permet de le faire avec des logiques de club, avec des logiques de communautés autour de sujets qui vont être sur l'automobile, sur le sport, ou tout un ensemble, la mode, et tout un ensemble de secteurs d'activité. Dans le B2C ou dans le B2B, on va avoir des communautés d'acheteurs qui sont également rassemblées aujourd'hui. Donc, on va avoir les plateformes de reward, les plateformes de cashback et tout un ensemble de communautés qui existent. Et également les influenceurs, donc les influenceurs qui ont leur propre communauté qui les animent. Donc, c'est un moyen de travailler cette partie-là. Et la dernière partie qui vient un peu en complément de ce qui était présenté tout à l'heure par VP Ad, avec le retail media, en affiliation, on appelle ça plus du brand to brand. C'est comment une marque va faire un partenariat avec une autre marque pour mettre en avant ses produits sans être concurrent, mais vraiment complémentaire. Donc, un exemple tout bête, on a mis en place un partenariat entre Vinci Autoroute et les centres de vacances Homer. Les gens qui vont aller réserver un emplacement camping ou un emplacement mobil-home chez Homer vont, dans beaucoup de cas, venir en voiture, faire des centaines de kilomètres. Et donc, il y avait une proposition de la carte Vinci Autoroute qui était faite. On travaille avec les deux enseignes, donc ça nous permettait de mettre en place ce partenariat. C'est un exemple, mais en fait, il y en a plein d'autres qui peuvent être mis en place. Donc, voilà un peu l'organisation de l'affiliation. Donc, c'est un ensemble de leviers. Cette approche ce qu'on appelle l'approche des 5 univers, permet d'être sûr de ne pas avoir de trou dans la raquette de votre acquisition digitale et permet vraiment de couvrir l'ensemble des nouvelles typologies de sites web qui voient le jour en permanence. Et chez Affinity, on a vraiment cette veille permanente de créer des nouvelles typologies de façon à se dire, OK, c'est quoi les nouveaux outils à mettre à disposition pour ces acteurs? C'est quoi les nouveaux moyens de suivi de KPI? Et comment être sûr que les marques soient bien présentes sur ces nouveaux carrefours d'audience. Donc, l'affiliation, ce n'est pas un levier, c'est un ensemble de leviers et sur lequel vous allez pouvoir communiquer votre marque, vos offres, vos produits, votre positionnement qui devient de plus en plus important aujourd'hui parce que les consommateurs attendent de plus en plus de connaître le positionnement de la marque. Donc ça, c'est l'affiliation au global. Affinity au détail, donc comme je disais, on existe depuis maintenant plus de 21 ans. Donc on accompagne plus de 600 marques sur l'acquisition digitale à la performance. Donc on est sur l'affiliation, on accompagne également les marques sur l'influence, sur le search et sur le social, de façon à justement couvrir l'ensemble du périmètre de l'acquisition digitale. La plupart du temps, par rapport aux acteurs qui ont été présentés ce matin et par rapport à l'équipe de France qui peut exister, on travaille beaucoup avec des acteurs français parce que justement il y a un vrai intérêt, puis il y a un vrai marché et puis des vraies solutions qui permettent de rééquilibrer les logiques investissements digitaux versus le temps passé sur Internet. On est quand même dans une période où il n'y a jamais autant d'internautes, il n'y a jamais autant de consommateurs sur le digital, il n'y a jamais autant de lieux de consommation du digital. Donc, c'est le moment de revoir totalement sa stratégie d'acquisition, ne pas être dépendant des GAFA qui, au final,
représentent de moins en moins d'internautes ou permettent de toucher de moins en moins d'internautes par rapport à l'ensemble de l'écosystème qui peut exister sur le marché et en particulier sur le marché français. Rapidement, un cas client, donc là je vais faire vraiment très rapide, cas Carrefour qu'on accompagne sur la filiation. Donc là on a mis juste des exemples de ce repositionnement de Carrefour, donc qui historiquement était que sur la partie alimentaire et maintenant sur le hors alimentaire est de plus en plus présent. On a mis en place une stratégie de contenu justement pour véhiculer les messages du repositionnement, pour véhiculer les messages des types de produits et des valeurs que Carrefour pouvait avoir. Donc, ça nous a permis de mettre en place du content commerce, de travailler avec des blogs et des influenceurs, des guides d'achat, de façon à être sûr de positionner Carrefour. Donc, on avait fait une opération spéciale sur les jouets à Noël. Donc, maintenant, ça date un petit peu, mais ça a permis de positionner Carrefour sur l'ensemble de l'écosystème des jeunes parents, des communautés qui sont autour et du positionnement autour des guides d'achat sur les jeux et les jouets, ce qui nous a permis derrière de générer un maximum de visibilité, de trafic et de vente sur le site de Carrefour. Donc là, on a mis quelques exemples des gens, Magic Maman, Unify et différents portails thématiques ou sites spécialisés sur lesquels on a pu positionner avec l'affiliation le cas Carrefour. Des résultats donc très rapidement justement sur les volumes de clics et les volumes de trafic. Je suis à vos dispositions si vous voulez avoir plus de détails sur cette présentation, parce que comme on est un peu débordé, je vais accélérer. C'est super. Voilà. Merci beaucoup. On a vu globalement un panorama aussi des ambassadeurs et donc je les remercie tous d'avoir pitché leur levier, leurs solutions et du coup ce qu'ils pouvaient offrir aux annonceurs. Je voulais juste terminer sur un petit cadeau. Je vous ai déjà un petit peu parlé en intro, c'est que derrière, étant donné que on essaye d'offrir une vraie alternative à tous les annonceurs et aux agences et Alban voulait justement faire un petit mot de conclusion, je crois, par rapport à ça. Et évidemment, après, je parlerai de l'annuaire. Voilà, merci à tout le monde d'avoir pu présenter quelques initiatives. Vous voyez, effectivement, c'est vraiment une créativité, une innovation foisonnante. Donc, il faut en profiter. Et donc, la demande que l'on a aussi, c'est que tout le travail qui est fait par les structures que vous venez de voir, mais par les dizaines d'autres qui sont en fait dans ce mapping, peut être récompensé aussi par votre audace en tant que patron ou patronne du marketing, en tant qu'agence, puisqu'in fine, la ventilation effectivement des budgets, les choix des budgets, les investissements, les canaux sélectionnés, cela vous revient bien évidemment. Et donc, ce que l'on souhaiterait, je pense que je peux associer en fait l'ensemble du secteur avec moi, c'est vraiment de l'audace, puisqu'effectivement, on sait que c'est compliqué de remettre en cause un certain nombre de choses, et notamment cet équilibre 70-30 qu'on a pu l'évoquer plusieurs fois aujourd'hui. Et on pense sincèrement que lorsque vous voyez en fait une telle offre, il ne manque pas grand-chose pour que du coup, le marché soit rééquilibré dans des proportions qui soient plus satisfaisantes à la fois pour des questions de performance, des questions de transparence et des questions de responsabilité. Voilà, donc cette audace, je serais ravi effectivement de voir de l'audace de plus en plus fréquente au sein des discussions que l'on peut avoir en fait avec nos prospects. Voilà, faites preuve d'audace, de courage, remettez des choses aussi sur la table, remettez-les en cause et bénéficiez effectivement de cette équipe de France, de la tech, qui honnêtement fait un travail exceptionnel. On a un des plus beaux viviers vraiment au monde et effectivement 30% ou 20%, c'est relativement peu par rapport à ce qu'on peut constater et ce que ça pourrait être. Voilà. Donc, l'audace, c'est vraiment mon souhait pour les prochains mois, les prochaines années. Un très beau mot pour conclure cette présentation. Et donc, comme je vous le disais, donc vous sera envoyé dans la matinée donc l'annuaire complet de toutes les ATEC. Donc, il manque encore quelques informations, mais c'est un annuaire qui sera enrichi et mis à jour en continu. Donc, n'hésitez pas à vous le mettre dans vos favoris et vous aurez du coup accès à une présentation, le site, quel type de stratégie vous pouvez mettre en place avec cet acteur, les coordonnées commerciaux de ces acteurs pour justement prendre contact avec eux et vous permettre donc de pouvoir justement travailler potentiellement avec eux et comme dit Alban, de pouvoir faire preuve d'audace. Voilà, vous avez toutes les clés en main aujourd'hui pour réussir ça. On compte sur vous. Si vous avez des questions,
questions, n'hésitez pas à nous en faire part maintenant dans l'onglet qui est juste à droite, questions. Voilà, si jamais vous avez des remarques, des choses comme ça, c'est le moment. Sinon, évidemment, vous aurez accès à toutes les coordonnées des ambassadeurs qui sont venus et qui seront présents dans cet annuaire. Et nous aussi, on se tient du coup à votre disposition si vous avez besoin, si vous avez envie de prolonger cette conversation. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, je pense que c'était assez. Est-ce que quelqu'un lance la première question? On sait que la première question est difficile. C'est ça. Voilà, merci Mustapha qui nous dit belle initiative. Merci encore, avec grand plaisir. Ça a été un travail de longue haleine et j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe d'Envoice qui a participé à cette réalisation. Ça a été un travail collectif aussi chez nous, comme une vraie équipe de France aussi. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de pouvoir vous diffuser ça. Et n'hésitez pas, vous le garder à côté de vous, à en parler, à diffuser à vos pairs. Voilà, c'est quelque chose qui doit vivre et qu'on mettra à jour régulièrement, étant donné l'écho positif et important qu'on a reçu jusqu'à présent. Donc voilà, je vois que c'est en train de taper, donc peut-être qu'on va avoir des questions. Je rebondis, on fera une V2 avec, donc là il y a la partie vraiment fournisseur en fait de médias. On fera une V2 certainement en septembre-octobre sur la partie techno. Voilà, donc tous les représentants en fait aussi de la filière techno pure, n'hésitez pas à nous contacter. On fera le même travail. Et l'idée encore une fois, c'est que ce mapping puisse vivre au plus large possible, qu'il échappe même du coup à Envoice. C'est pas quelque chose qu'on fait pour nous, c'est quelque chose qu'on fait pour le marché. Mais voilà, l'idée c'est que ça puisse vivre et on fera donc une V2 certainement en septembre ou en octobre avec un pilier techno. Bon, écoute, il n'y a pas de questions, donc c'est que c'était assez clair et riche. Merci beaucoup à tous, merci à tous les ambassadeurs. Je ne les ai pas fait remonter sur scène, mais je leur dis un grand merci d'être venus pitcher ce matin. Merci Alban, et puis du coup, à très bientôt à tous et au plaisir de pouvoir échanger avec vous prochainement. Merci à tous, très bonne journée, à très vite. Merci, au revoir.